Bonjour à toutes et à tous, soyez bienvenus dans Champ de Vision, la chaîne TV de l'innovation qui parle du lin, de la filière lin, beaucoup d'innovations, beaucoup de projections aussi. On va parler aujourd'hui et maintenant de la production de lin dans le futur, en 2030-2040. Comment va-t-on produire du lin? Est-ce possible déjà de se projeter? Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir 4 invités. Tout d'abord, à ma gauche, Stéphane Jézéquel, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur scientifique chez Arvalis. Le sujet de la produire du lin en 2040, évidemment, ça vous intéresse? Bien sûr. C'est un enjeu. À vos côtés, Yann Floodrops, bonjour Yann. Bonjour. Animateur de la filière lin fibre chez Arvalis, habitué du plateau télé. En face de vous, Olivier Baraquet, bonjour. Bonjour. Vous êtes ingénieur, recherche et développement chez Deporter. Voilà, le micro bien près de la bouche, comme ça, on vous entend très clairement. Et à vos côtés, Jean-Paul Trouvé, bonjour. Bonjour. Et vous êtes sélectionneur chez Terre de Lin. Terre de Lin. Donc, on va essayer de se projeter ensemble sur la question suivante. Comment pourra-t-on produire du lin en 2040? Pour cette édition, il fait chaud, c'est bien. Mais en même temps, le climat, on le sait maintenant, se réchauffe et ça pose des problèmes pour le lin. Stéphane Jézéquel, première question, en tant que directeur scientifique chez Arvalis, comment est-ce que vous appréhendez déjà la situation générale? Alors, produire en 2040, ce sera déjà des productions variées et très différenciées, avec beaucoup de diversité. Parce que justement, si on part de la situation climatique, qui est difficile et qui le sera certainement de plus en plus, en fait, la variété et la diversité dans les manières de produire crée de la résilience et crée en fait, du coup, une capacité d'adaptation qu'on n'a pas si on a une manière de produire qui est uniforme. Donc il ne faut pas penser que dans l'avenir, on va uniformiser les manières de produire. Au contraire, on va les diversifier. C'est la diversité qui peut être une source de solution au pluriel, hein. On est d'accord? Absolument. Et je dirais la diversité à toutes les échelles, à l'échelle d'un territoire comme la France. Le fait qu'on puisse supporter des à-coups climatiques vient largement du fait que, par chance, nos conditions de production en France sont très diverses. Mais même si on cible sur le lin et la zone de production du lin, d'abord cette zone peut également évoluer, se diversifier un petit peu. Et puis, au sein même des micro-régions ou des exploitations agricoles, le producteur de lin peut aussi varier ses pratiques, changer ses rotations, introduire de nouvelles cultures, etc. Alors, je vous coupe, on est là, quelque part, d'une certaine façon, déjà dans vos propos, sur les solutions. Si on essaie de faire déjà le constat, on est en 2022, on parle de réchauffement climatique, maintenant c'est clair, on essaye bien sûr de tendre vers une diminution de ce réchauffement. Si on fait un état des lieux et qu'on se projette 2040, qu'est-ce qu'on aurait comme problématique au pluriel? La température, des contraintes législatives diverses et variées. Si on essaie de... Allez, les uns et les autres, donnez-moi votre point de vue. Yann. Effectivement. Sur les problématiques 2040, hein. Je sais bien qu'on fait de la prévision à long terme, mais bon. Donc effectivement, il y a l'aspect évolution climatique, on l'a évoqué à plusieurs reprises dans le cadre des différents plateaux de ce salon. Donc évolution climatique sur les aspects température et aussi potentiellement lié aussi des manques d'eau ou des périodes avec des aléas plus importants. Donc avec des variations plus importantes au sein de chaque saison. J'avais des agrométéorologues sur le plateau qui me disaient qu'on a aussi des pics de chaud, des pics de pluie, des pics de grêle, des pics de vent. On a aussi ce phénomène de crise ponctuelle qui viennent violemment perturber les choses. Olivier Baraquet, votre regard aussi sur les problématiques en 2040 qui commencent aujourd'hui, mais si on se projette, les problématiques, je dis bien. Les problématiques sont pour nous déjà assez bien identifiées. On sait que, notamment le lin, qui est une culture à la fois qui se passe au champ et qui se passe également en première transformation en usine, les problématiques de la poussière, donc c'est-à-dire les conditions de travail pour le personnel vont être des conditions absolument incontournables. Donc ce sera des points très importants et on y travaille déjà. Aussi parce qu'on va travailler dans des secteurs où la qualité des personnels devra être assistée pour bonifier la qualité du travail au champ, qui est indispensable pour travailler correctement au teillage. Aider à avoir un travail
moins pénible aussi. Moins pénible et assisté pour être plus fait à la efficient. perfection. Donc l'introduction de l'intelligence artificielle est tout à fait en ligne de mire. Jean-Paul Trouvé, votre regard aussi sur les problématiques. À votre niveau, je rappelle que vous êtes sélectionneur chez Terre de Lin. Tout à fait. Mais je suis ce qu'a abordé Yann, hein, ce sont les mêmes problématiques. Donc en fait, on a une plante qui a un cycle très court, donc qui a en plus, par rapport à d'autres espèces, un petit peu plus de difficultés à s'adapter à des climatologies erratiques. Et donc ça, c'est le challenge le plus important à mes yeux. Alors, on essaie, Yann. On peut aussi compléter, vous l'avez commencé à l'évoquer. Le débat est ouvert, hein, chacun intervient. Hein. Voilà, sur les aspects aussi disponibilité de solutions pour protection des cultures, qui ont plutôt tendance aussi à diminuer. Et donc, en projection, la tolérance des variétés de lin vis-à-vis des bioagresseurs, des champignons ou maladies et autres, on va dire, éléments qui peuvent perturber la production est aussi un enjeu. C'est tout l'écosystème qu'il y a autour de la plante. Hein. Ce que vous disiez, Yann, effectivement, et on l'a dit plusieurs fois sur ce plateau, les bioagresseurs, l'environnement, le sol, etc. C'est tout l'écosystème qu'il faut bien connaître. Du coup, est-ce que ça passe aussi, et j'ai vu certains films qui présentaient ça, toujours dans cet même esprit de connaître l'écosystème, mieux connaître le sol, mieux connaître le système racinaire, mieux connaître finalement tout l'écosystème autour de la plante pour se dire en 2040, on pourra s'appuyer sur ça, ça et ça. Oui, tout à fait, parce qu'en 2040, en fait, on voit bien qu'il faudra jouer en même temps sur deux tableaux qui sont très différents. Des prises de décision quasi au jour le jour, tactiques, pour s'adapter à ce que vous avez dit, c'est-à-dire des années très erratiques climatiquement. Donc il ne faut surtout pas que le producteur ait une conduite de culture unique, calée sur une année moyenne, puisque l'année moyenne, finalement, n'existe plus. Il faut qu'il s'adapte aux soubresauts de l'année, qu'ils soient climatiques ou économiques d'ailleurs. Donc pour ça, il faut des outils d'aide à la décision. Le mot a été prononcé dans les tables rondes précédentes. Donc, et déjà, avant la décision, il faut interroger le sol, la plante. Il faut avoir les données et améliorer finalement aussi, et c'est un peu tous votre job, d'améliorer la connaissance de l'ensemble de l'écosystème. Hein. Absolument. Pour qu'une semence pousse bien, encore faut-il que son sol soit bien connu, que le système racinaire puisse se développer convenablement, etc. etc. Hein. Tout à fait. Donc pour élaborer des outils performants, il faut cette connaissance de l'écosystème. Et le deuxième tableau sur lequel il faut jouer, là, ce sont des décisions plus d'ordre stratégique sur le système d'exploitation, parce que le lin n'est pas seul. Le lin est en rotation avec d'autres cultures. Dans un pédoclimat, l'agriculteur a son matériel, mais il n'a peut-être pas tous les matériels nécessaires, donc il va faire appel à des entreprises, à des CUMA, etc. Et donc il y a cette réflexion système pour placer le système de production dans son entier sur une trajectoire durable. Et quand je dis trajectoire durable, c'est que finalement on demande à la production non seulement quantité et qualité, à un coût acceptable, mais aussi ce qu'on appelle les services écosystémiques, c'est-à-dire les services que rend l'agriculteur à la société, sur la biodiversité, sur la baisse des émissions de gaz à effet de serre pour le climat, sur le stockage de carbone. CO2, voilà. Par exemple. Et donc ça se règle pas en faisant tout reposer sur les épaules de la seule culture lin. Ça se règle en raisonnant tout le système de production et en le plaçant sur une trajectoire de progrès pour le futur 2030-2040. Et donc, il faut jouer sur ces deux tableaux à la fois. Aujourd'hui, déjà, vous communiquez avec les producteurs de lin parce que, voilà, ils ont des yeux, des oreilles, ils voient ce qui se passe. Ils sont inquiets par rapport à ce futur. Inquiets, c'est pas forcément se dire c'est foutu. Inquiets dans le sens où, oui, il faut qu'on trouve des solutions. Quel est leur regard, leur approche, les uns et les autres? Oui, on a eu beaucoup de questions sur ces 2 jours. Les agriculteurs sont inquiets. Donc ils viennent nous voir justement pour savoir si on a des alternatives aux problèmes qu'ils ont. Donc le problème d'actualité, c'est la sécheresse, c'est la chaleur. Ils vous demandent déjà si aujourd'hui vous avez des semences qui permettent de pousser avec moins d'eau, plus de chaleur Oui. Quand vous dites qu'ils viennent nous voir, concrètement, c'est ça. J'allais dire, c'est pas nouveau. L'échelle de la sélection, c'est minimum 10 ans. Donc 2040, pour nous, c'est après-demain, quoi, en quelque sorte.
Et on a commencé à réfléchir à 2040 il y a déjà 30 ans. À l'échelle de la sélection, c'est ce genre de choses. Hein. Faut le rappeler, la sélection, c'est très long. On ne peut pas forcer la nature à aller plus vite que ce qu'elle peut faire. Vous suivez la biologie de l'espèce, et pour le lin, il faut une dizaine d'années pour sortir une nouvelle variété. Donc de toute façon, on est toujours dans des échéances longues. Et on a des questions permanentes depuis toujours, plus ou moins, comment dire, sérieuse. Donc parfois c'est une vanne qui est lancée, il nous faut une variété qui pousse sans eau, quoi. Mais j'ai toujours entendu ça dans ma carrière, il nous faut une variété sans eau. Mais surtout s'il pleut, attention, il faut que là elle s'arrête. Donc voilà, ça c'est un tout. Il faut qu'elle soit assez polyvalente, c'est ça. Ça évidemment c'est de l'ordre du farfelu. Oui, bien sûr. Mais il y a des demandes beaucoup plus sérieuses, très très régulièrement, à la fois des producteurs, des industriels, des tailleurs. Les gens sont très attentifs à l'aspect variétal, à d'autres, mais l'aspect variétal est un des éléments, et on est souvent questionné, on est souvent titillé pour faire évoluer nos variétés dans le sens un peu plus favorable à la production, quoi. Et évidemment, on écoute, on essaye d'aller dans ce sens, de répondre aux besoins. Ce qui change un peu, c'est peut-être l'urgence. C'était moins urgent il y a 20 ans ou il y a 30 ans qu'aujourd'hui. Et du coup, vous ne pouvez pas forcément réagir. C'est difficile de faire comprendre. Est-ce que c'est difficile de faire comprendre? On est dans une société d'urgence, hein, pour plein de sujets. Les agriculteurs comprennent très bien. Ils sont tous les jours dans leur champ, ils connaissent leur métier. Donc ils comprennent très bien nos besoins de temps. Après, on améliore les techniques. Donc aujourd'hui, avec des techniques de biologie moléculaire, avec des choses comme ça, avec des marqueurs moléculaires, on peut aller plus vite. Mais on ne va pas faire une variété en 2 ans quand même. Mais au lieu de 10, on peut peut-être parler de 7 aujourd'hui. D'accord, ce qui est déjà énorme finalement comme gain de temps. Phénoménal. Olivier Barraquet, comment est-ce que vous voyez justement la recherche et le développement en se projetant sur 2040? On peut aussi attendre par définition, on attend des progrès dans le futur. Tout à fait. Comment est-ce que vous voyez ça? Quel est votre regard? Déjà, on est dans une filière du lin, dans laquelle les différents acteurs sont des gens qui parlent ensemble. Et donc, on est à l'écoute des utilisateurs, des besoins des tailleurs. On écoute avec beaucoup d'attention pour répondre au plus vite aux besoins qui nous sont exprimés. Comme vous le dites, c'est toute une filière, des acteurs différents qui ont des besoins, des attentes et des besoins, attentes technologiques. Ils ne sont pas les mêmes si on se projette dans le temps, bien sûr. Tout à fait. Et tout le monde est lié, en fait, à répondre à des questions tout à fait urgentes, des fois, et des questions à plus ou moyen terme. Et donc là, il y a des perspectives. Alors, dans notre domaine qui concerne plus les machines ou le taillage, on est plus avec des choses au rapport avec l'humain. Et on est par contre tout à fait concerné avec ce qui vient en amont, c'est-à-dire la production au champ. Et donc on est parfaitement sensible depuis des dizaines d'années sur ces problèmes-là et à l'écoute, surtout pour adapter éventuellement des machines pour qu'elles puissent répondre à ces besoins. Justement, par rapport à ce que vous développez chez Deporter, quels sont les points de développement qui vous semblent importants, qui sont demandés pour ce futur assez proche? Eh bien, il y a des questions purement, je dirais, de confort social ou de conditions de vie dans les usines de taillage. Donc, le problème de la poussière est un problème extrêmement important sur lequel on s'est attelé avec tous les constructeurs, avec beaucoup d'importance et de vigilance. Donc ça, c'est un des points très importants et ça concerne à la fois les machines au champ, puisque la terre vient d'abord du champ, donc la poussière vient du champ. Donc l'idée toute bête, toute simple, c'est de dire laissons là où elle est plutôt que de la transporter. Donc ça, c'est des premières idées. Donc des pistes de recherche dans ce sens pour des machines qui oui, tout à fait. emportent moins, embarquent moins de terre au bout du compte. Et puis après, au niveau des postes de travail, de faire en sorte que les pailles soient le plus possible conditionnées, préparées pour être taillées, ressortir le maximum de fibres, parce que les fibres naturelles aujourd'hui, ça sera une demande d'aujourd'hui et de demain encore plus. Donc il va falloir qu'on arrive à effectivement produire plus de fibres naturelles, on en a besoin. Améliorer l'efficience finalement du matériel, c'est ça? Il y a encore de vrais progrès à faire? De l'ordre de quel pourcentage par exemple? Je ne sais pas. Une plaisanterie consiste à dire que quand vous partez bientôt à la retraite, vous n'avez fait que la moitié. Donc en fait, on a toujours beaucoup de travail à faire et aujourd'hui, mes successeurs vont avoir un travail gigantesque à faire.
parce que les défis à relever sont très importants. Les moteurs vont changer, bientôt il n'y aura plus de diesel, il n'y aura plus de choses comme ça. Il va falloir inventer des machines qui sont complètement différentes, peut-être des machines avec plus d'autonomie, peut-être des machines avec plus d'aide à la décision pour faire un travail de plus en plus rigoureux. Finalement, il y a un champ des possibles très important entre l'intelligence artificielle, les automatismes, les améliorations de performance. Il y a plein de points là encore où on peut tendre vers des solutions plus efficientes encore en 2040. Tout à fait. Ça fait 40 ans qu'on travaille, personnellement, sur tout ce qui est lin, teillage, machines agricoles. Je ne me suis jamais ennuyé, et donc je pense que mes successeurs ne vont pas continuer à s'ennuyer, au contraire. Je rebondis là-dessus, ça fait plus de 40 ans que vous travaillez dedans, c'est vous-même qui le dites. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué sur les 40 dernières années? Est-ce qu'il y a eu des gaps technologiques, techniques, qui ont été assez marquants selon vous? Ou est-ce que c'est finalement une amélioration continue de l'ensemble des choses? Ou y a-t-il quelques points particuliers? Eh bien, il y a eu des gaps, parce qu'en fait, historiquement, la culture du lin était extrêmement demandeuse de main-d'œuvre. Et donc, la pénurie de main-d'œuvre qui se profilait était l'un des obstacles que nos professionnels ont dû résoudre. Et ça s'est résolu en partie par la mécanisation. Et ensuite, il y a eu un deuxième gap, c'était d'augmenter énormément le rendement et la performance des machines pour que, avec des prix qui, à l'époque, restaient très, très bas, très stagnants, il fallait continuer à faire que cette industrie puisse continuer à vivre. Et pour continuer à vivre, il a fallu augmenter la performance des machines. Et c'est comme ça qu'on a réussi à continuer à tenir. Et aujourd'hui, heureusement, on a une petite embellie sur toutes ces choses-là, mais pendant très longtemps, les prix étaient identiques à ceux d'il y a 20 ans, 30 ans, en francs constants. Jean-Paul Trouvé, même question sur les dernières années. Alors, je ne sais pas depuis combien de temps vous travaillez chez Terre de Lin. Quelques années peut-être? 35. 35, oh, c'est quand même moins que, que notre ami. Oui, on se connaît depuis longtemps. Rions un peu. Non, sérieusement, est-ce que là aussi, de mémoire, il y a eu des gaps techniques, technologiques sur le... Oui, évidemment, parce que le vivant, la connaissance du vivant est énorme. Oui, il y a eu des gaps à la fois sur les variétés qui ont été déposées. Le lin est probablement une des seules espèces, je ne les connais pas toutes, mais qui a pu aligner quasiment un doublement de la richesse en fibres en 40 ans. C'est énorme. C'est énorme. C'est énorme. Il y a peut-être la betterave qui a aussi énormément progressé, mais il y a peu d'espèces qui peuvent dire que voilà, aujourd'hui, une richesse en fibres totale des lins frôle les 50% sur leur riz battu. On n'aurait pas imaginé ça, honnêtement, il y a 40 ans, quand on a commencé à travailler, on est d'accord. Non, tout à fait. On pensait que ça stagnerait plutôt, mais ça stagne pas. C'est une plante qui a encore du répondant, qui nous permet d'améliorer les rendements. Après, évidemment, il y a eu aussi des gaps sur les tolérances aux maladies. Il y a eu, mes prédécesseurs ont réglé les problèmes de rouille, les problèmes de fusariose. Plus personne n'en parle, tout le monde a oublié. C'était le problème il y a 70 ans. Après, on a réglé la brûlure, on a réglé petit à petit. Quand on règle un problème de maladie, on s'attaque à un autre qui devient le problème principal. C'est important de rappeler qu'il y a eu tout ça derrière, toutes ces sources de progression. J'aime bien dire aussi, regardez les hiéroglyphes, regardez les lins égyptiens. Le phénotype des lins égyptiens, il est exactement égal au nôtre. Mais ce n'est pas la même plante. Ce n'est plus la même plante en termes de teneur en fibres, en termes de cycle de végétation et ainsi de suite. Mais la tête, c'est la même. C'est source d'espoir, finalement aussi, concernant les machines, concernant le vivant, concernant la recherche tout court. C'est une belle source d'espoir en regardant derrière pour voir ce que l'on a initié, de voir comment on a progressé. On est d'accord, Stéphane Jézéquel? Tout à fait. Sur le côté scientifique et technique, on peut... La renaissance de l'agronomie. C'est-à-dire que l'agronomie avait été un peu oubliée dans la mesure où on se disait s'il y a un problème de maladie, on va avoir un produit phytosanitaire. À ce point, c'était un petit peu oublié, voilà. Oui, parce qu'on cherche un médicament. On avait des solutions tellement efficaces, finalement, qu'on pouvait les appliquer partout, du nord au sud de la France, etc. Et ça, le fait de dire on veut être moins dépendant des intrants de synthèse, on veut faire attention aux émissions de gaz à effet de serre, on veut préserver la biodiversité, ça amène à revenir à l'agronomie. Et pour mieux comprendre l'écosystème... Aux fondamentaux, quoi, quelque part. Absolument. Et là, on a vu déjà cette évolution-là depuis une dizaine d'années, clairement. Mais alors, est-ce que par voie de conséquence, les agronomes... C'est une question, hein. Les agronomes étaient un petit peu moins nombreux
ces dernières décennies, et que la pratique, comme dans beaucoup de domaines, si elle ne se pratique pas, eh ben, elle se perd un peu. Je crois que vous avez parlé de formation agricole dans une table ronde précédente. Tout à fait. Absolument. C'est un besoin actuel d'avoir des jeunes motivés, intéressés, compétents en agronomie. C'est très important. Simplement pour compléter, il ne faut pas voir le retour de l'agronomie comme un retour en arrière. C'est bien au contraire. Pas du tout, pas du tout. Et pour le coup, c'est redécouvrir plutôt que revenir en arrière. Bien sûr. Et pour le coup, toutes les technologies d'intelligence artificielle, ça a été évoqué, des travaux grâce à la génétique sont avec des outils particulièrement performants, permettront aussi d'accélérer les choses. Même si, je pense que Jean-Paul l'a évoqué, le pas de temps sur ces axes de recherche se fait sur une période un peu plus importante. On n'aura pas forcément des éléments de réponse d'une année sur l'autre à chaque problème auquel on sera confronté. On l'a abordé un tout petit peu. Alors, il y a la météo, il y a le manque d'eau, bien sûr, il y a ces sujets-là. Il y a des sujets réglementaires. Viennent aussi, si on se projette sur 2040, il faudra moins d'intrants, il faudra consommer moins, il faut être plus respectueux de l'environnement au sens large, il faut moins de machines. Il y a toutes ces données exogènes, mais qui vont avoir un impact. Alors, je ne sais pas comment les uns et les autres vous positionnez par rapport à ça, comment est-ce que vous regardez ce sujet-là, mais au-delà de l'écosystème des plantes et du lait en particulier, il y a tout ce qu'il y a autour, qui fait qu'il faut trouver les solutions. Oui, tout à fait. Donc, notamment sur tout ce qui est produits phytosanitaires, on sait bien qu'on va en disposer de moins, et c'est certainement une très très bonne chose. Et donc, peut-être qu'il faudra remplacer un certain nombre de choses qui étaient faites par voie chimique, par des voies plus mécaniques, par l'agronomie, qui peut aussi amener des solutions. Et puis, j'ai bien aimé le terme de fondamentaux, parce que dans le lin, il ne faut jamais perdre les fondamentaux. Et savoir pourquoi une plante va arriver ensuite dans une tailleuse, comment on va réussir à extraire la fibre, c'est la clé de la compréhension de toute l'histoire. Et donc voilà, une fois qu'on a rappelé tous ces fondamentaux, eh bien, on a fait un grand pas, et voilà, le but c'est d'essayer d'aller dans ce sens-là. En préparant cette émission, Stéphane Jézéchiel, vous me parliez de trajectoire pour se diriger vers... Qu'est-ce que ça veut dire, une trajectoire pour aller vers 2040 ? Il faut se définir un chemin ? Oui, c'est ça. C'est ça. En fait, il faut viser ce qu'on peut appeler la multiperformance, c'est-à-dire être économiquement viable, bien sûr. Hein, c'est la base. Un agriculteur, s'il ne gagne pas sa vie, malheureusement, il arrête son activité. C'est une entreprise. Voilà. Il faut alimenter des filières qui elles-mêmes sont en mouvement. Les besoins changent, les consommateurs évoluent. Donc, il faut être très à l'écoute des besoins de la filière, avec souvent une segmentation des marchés. C'est-à-dire une variabilité finalement dans le produit demandé qui vient des filières. Et puis, je citais les attentes sociétales, biodiversité, atténuation du changement climatique, et tout ça avec des contraintes climatiques et des aléas qui ne font qu'augmenter. Donc, trouver une trajectoire, ça veut dire analyser un petit peu la manière dont on travaille, finalement, ce qu'on fait, comment on produit, sur l'aspect système de production, et se dire, aujourd'hui, j'en suis là, voilà mon portrait de la multiperformance, où j'en suis dans ma performance économique, technique, environnementale, voilà. Et où est-ce que je veux aller demain ? Parce que les choses vont encore évoluer. Le climat va encore se durcir. Peut-être que j'aurai pas les moyens moi-même de tout maîtriser, parce qu'il faut des matériels spécifiques, de la high-tech, de l'imagerie satellite, des choses que je n'ai pas sur mon exploitation. Donc ça, il va falloir que je m'abonne à des services, ou que finalement je sois en CUMA, ou que je fasse intervenir des entreprises. Donc c'est réfléchir vraiment à son système. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse évoluer pour me placer sur une trajectoire gagnante ? Et du coup, prendre les bonnes décisions aujourd'hui, dans 3 ans ou dans 5 ans. Est-ce qu'il faut que j'achète un nouveau matériel ? Est-ce qu'il faut que je change un peu les cultures de ma rotation ? Et puis, dans 20 ans, dans 30 ans, quand ce sera le repreneur qui viendra à la ferme pour continuer l'activité, est-ce que j'aurai une structure d'exploitation qui sera toujours viable ? C'est ça, réfléchir à sa trajectoire. Et c'est important. À vous écouter, c'est évident ce que vous dites, puisque vous l'expliquez très bien. Le producteur de lin,
Ça pourrait être un autre agriculteur d'ailleurs, parce qu'on parle là du lin, mais c'est applicable à d'autres productions agricoles, bien évidemment. Plus que jamais, il doit être un chef d'entreprise visionnaire, attentif à tout ce qu'il y a autour. C'est pas évident d'avoir ce regard et ce courage, pardonnez-moi, d'affronter toutes ces difficultés quand même. Bien sûr, alors il faut l'aider, bien sûr. Alors c'est le rôle, bien sûr, d'un institut comme Arvalis, sur l'aspect technique en particulier, et c'est le rôle de tout l'environnement. On a la chance quand même en France d'avoir un environnement agricole riche, et puis il faut conseiller l'agriculteur, il faut l'accompagner dans cette trajectoire. Cet accompagnement, il faut qu'il vienne aussi d'une volonté politique, de l'État, la politique agricole commune, les aides, etc. Bien évidemment. Ça oriente. Et puis, il faut qu'il vienne de la sphère économique, avec le conseiller de sa coopérative ou de son négoce en proximité, les gens de terrain. Et il faut entourer l'agriculteur et l'accompagner pour qu'on réussisse cette transition-là. Yann Flotrops. Je voulais compléter, on peut aussi profiter de cette occasion pour faire un appel. On a une culture qui est importante pour la zone de production dans laquelle on se trouve, on l'a dit, de Caen à Amsterdam. C'est une zone importante, mais elle est réduite au niveau mondial. Et réduite, enfin, il ne se fait pas du lin partout. Les fournisseurs de solutions qui peuvent exister, alors on en a ici là sur le plateau, mais il y en existe d'autres aussi. Un des intérêts peut-être même d'un salon comme celui-là, c'est de mettre la lumière sur une culture comme le lin, et aussi faire un appel à ce que des équipes de recherche, des agrofournisseurs aussi s'intéressent à notre culture pour justement nous aider à relever ces différents défis. Plusieurs fois j'ai entendu ce terme-là, effectivement, que les agrofournisseurs nous accompagnent aussi. On n'est pas forcément très grand. Voilà, il faut s'occuper de nous. Il y a des problématiques, il y a des besoins, il y a des attentes, on est d'accord? Absolument, oui, il y a des attentes très importantes de la part de nos agriculteurs sur tous ces sujets de machines notamment, et puis autres, sachant que le lin est quand même, ces derniers mois nous l'ont montré, le lin, d'autres fibres naturelles sont en train de revenir sur l'Europe, et on peut espérer que ce mouvement ne va faire que continuer, et qu'on va retrouver un petit peu à la façon de l'agronomie des modes de consommation qui seront beaucoup plus sensés et beaucoup moins gaspillants. Le lin, j'ai envie de dire un petit peu pour conclure, il nous reste une petite minute, a une chance effectivement, c'est que c'est une fibre qui est dans l'air du temps à tous les niveaux, au niveau sociétal, au niveau environnemental. Ça peut aussi participer peut-être de son avenir, de son futur. Je pense que c'est important de le rappeler là-dessus. Tout à fait, oui, on l'a évoqué aussi à plusieurs reprises. Voilà, on a vraiment une culture qui a des avantages. Il n'y a pas forcément, toutes les cultures ne sont pas forcément avec ce vent dans les voiles quelque part. C'est bien de le rappeler, je pense. Surtout le vent dans les voiles, c'est une bonne image, puisque des voiles en lin. Le lin, c'était l'énergie motrice des bateaux à voile, donc il ne faut jamais l'oublier. Et j'ai cru bien comprendre qu'on revient quand même à certains bateaux qui vont continuer à fonctionner un peu avec des voiles. Imaginons un beau voilier fin, bien sculpté, qui file sur la mer avec des voiles en lin pour le futur. Ce serait pas mal, après tout. Oui, tout à fait. Merci à tous les quatre d'être venus nous parler du futur, qui commence aujourd'hui pour la production du lin, pour toute la filière et bien sûr tous ces acteurs. Merci beaucoup. Merci. Et à très bientôt. Merci. Merci.